Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, j'essaye la voiture élue voiture de l'année 2023, la Jeep Avenger. D'ailleurs, je tiens à ce propos à remercier la concession Rebière de Périgueux, qui est le concessionnaire Jeep pour Périgueux, qui me prête la voiture pour la journée. Et franchement, merci à eux, car sans eux, cette vidéo ne serait pas possible. Donc, je vais l'essayer. En long, en large, en travers, je vous dirai ce que j'en pense, les points positifs, les points un peu moins positifs, mais tout ça, ce sera après le générique. Alors, comme on dit dans ces cas-là, top générique! Bien, alors la première chose dont on va parler, c'est le côté esthétique. Alors il faut reconnaître qu'on voit au premier coup d'œil que c'est une Jeep, et ce pour une raison très simple, c'est la calandre ici, qui reprend les 7 petites rayures classiques de Jeep. Ensuite, vous avez le logo Jeep ici, et surtout, alors moi après cette voiture, il y a quelque chose que je trouve assez fun. Et alors c'est pas les seuls à le faire, mais moi je suis toujours client de ce genre de petites attentions. C'est les petits rappels de la marque Jeep, comme ici là, sous la plaque. Ici, vous avez une petite calandre Jeep à l'ancienne. Ici également, sur toutes les jantes, vous avez le petit rappel Jeep. Vous avez également le nom Jeep qui est affiché ici, qui est inscrit ici sur les protections de bas de caisse. Ensuite, là, alors le petit détail qui tue que j'ai appris aujourd'hui en allant chercher la voiture, c'est que sur le toit ici, sur la petite barre ici, là, vous avez une petite coccinelle. Alors ça, franchement, c'est le détail qui tue, apparemment qui est présente sur toutes les Jeeps. Si vous-même vous avez une Jeep, électrique ou pas, mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez cette petite coccinelle sur votre voiture. Il y a également, côté conducteur là-bas, vous avez un petit personnage sur la vitre avec une longue vue qui regarde les étoiles qui sont à l'opposé sur le pare-brise. Ça, c'est des petits détails. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être de la roupie de Sansonnet, comme on dit. Mais moi, c'est des petits détails que j'aime bien. Je suis assez client de ce genre de choses. Ensuite, en termes d'esthétique, vous avez également tout le toit noir ici, dans cette finition Summit. Mais je trouve qu'esthétiquement, avec les rétros noirs brillants, c'est plutôt sympa. Les jantes en alliage, qui sont bien sympas aussi. L'ouverture cachée des portes arrière, qui se fait comme ceci. Ça rajoute à l'esthétique. Donc ici, vous avez une porte qui est complètement lisse. Vous avez juste la petite poignée de la porte qui est ici. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors esthétiquement, voilà, c'est une Jeep. Alors elle n'a pas un look de baroudeur, loin s'en faut. De toute façon, c'est pas une 4 roues motrices. Ce n'est qu'une 2 roues motrices. Mais elle a les petits points Jeep, les petits points de reconnaissance Jeep qui font que on reconnaît que c'est une Jeep. Bien, si on s'attarde un peu à l'arrière du véhicule, on s'aperçoit qu'il y a un petit essuie-glace qui là mord un peu sur la carrosserie. Donc ça, c'est un petit problème de finition. Ensuite, on a toujours le logo Jeep ici. Vous avez là les optiques arrière en LED avec le petit rappel Jeep entre les deux LED. Ensuite, vous avez le sempiternel petit E bleu que vous retrouvez sur tous les véhicules du groupe Stellantis. Moi, je pense que maintenant, c'est inutile de mettre des E pour électrique. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve ça un petit peu inutile. Voilà. Donc le coffre s'ouvre électriquement sur la finition qui m'a été attribuée aujourd'hui, donc la finition Summit. Donc je prends ma petite télécommande, j'ouvre le coffre. Voilà, donc il s'ouvre électriquement. Le coffre a une capacité de 355 litres et est rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Il suffit ici de pousser la banquette et comme ça vous pouvez rabattre en 2 tiers, 1 tiers. Il y a également un petit sous-coffre où vous pouvez ranger guère plus que votre câble de recharge domestique. Une fois tous les sièges rabattus, vous avez une capacité de 1250 litres. Le coffre est déjà plus grand que celui que j'ai dans mon coffre et donc il se referme électriquement en appuyant sur ce petit bouton. Voilà. Là, est-ce que ça va passer? Ça passe. J'ai eu de la chance. Alors, pour la recharge, ça se passe à l'arrière gauche du véhicule. Vous avez donc un port CCS, donc avec le petit ici, avec 2 petits capuchons que vous enlevez comme ceci. À savoir qu'elle accepte en courant alternatif en type 2 du 11 kW de série et en courant continu
donc en CCS, elle n'accepte que, alors je dirais bien entre guillemets, que du 100 kW. Alors il communique sur une puissance de charge qui vous permet une recharge le 20-80% en 24 minutes et le 0-80% en 34 minutes. Elle a une batterie de 54 kWh brut, 51 kWh net et elle est vendue pour une autonomie mixte WLTP de entre 390 et 400 km. Et en ville, ils la vendent pour plus de 500 km d'autonomie. Alors, aux places arrière, comment dire? Alors moi, au niveau de la hauteur, ça va. D'accord, voilà, je suis à 1,85 m, la hauteur, bon ça va, c'est correct, c'est bien. Par contre, là, le siège conducteur est réglé comme pour moi. C'est-à-dire que j'ai réglé le siège pour moi. Et là, clairement, alors, ils ont créé quand même des petits renfoncements dans les sièges, mais pour moi, ça suffit pas. C'est-à-dire que là, je suis pas très à l'aise, je vais être obligé de voyager avec les jambes écartées. Bon, par contre, je peux mettre mes pieds sous le siège du conducteur, ça c'est plutôt pas mal. Gros défaut à l'arrière, vous avez ici un tunnel de transmission. Pour une voiture électrique, voilà, à l'heure actuelle, je pense que c'est un peu dommage. C'est là qu'on voit que c'est une plateforme qui a été créée pour des voitures thermiques et électriques. Donc ça, je trouve ça un peu dommage de continuer à faire des voitures avec des tunnels de transmission, surtout si elles sont électriques. Par contre, vous avez des petites aumônières ici et c'est à peu près les seuls rangements que vous allez avoir aux places arrière. Dans les portes, vous n'avez pas de rangement. Pour les gamins qui aiment bien trimballer leur doudou, leur joujou, mettre des bonbons dans les portes et tout, bah, tout ça, ça va se retrouver dans la poche aumônière. C'est des sièges qui sont en simili-cuir et en tissu, qui sont vraiment très beaux. Alors après, ils sont confortables, mais voilà, le reproche que je ferais, moi, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas assez, la longueur, l'empattement de la voiture est peut-être pas suffisant pour que je puisse être confortable dans cette voiture. Mais pour des enfants en bas âge, je dirais jusqu'à l'adolescence, ça peut le faire assez correctement pour peu qu'ils n'aient pas besoin de trimballer la moitié de leur chambre quand ils partent en voyage. Vous avez ici les petites lumières de courtoisie de chaque côté de la voiture aux places arrière qui sont quand même assez design et ça j'aime bien. Et vous avez une prise USB-C ici à disposition des passagers arrière. Alors aux places avant de cet Avenger Jeep, je dois dire qu'on est plutôt bien assis. On trouve assez facilement sa position de conduite. Le volant est réglable en profondeur et en hauteur. Donc là, je vais le remonter un petit peu pour trouver bien ma position. Ça, c'est plutôt un point positif. Vous avez le même écran que celui que vous avez dans les Fiat 500. Forcément, un groupe Stellantis oblige. Par contre, je trouve très judicieux d'avoir mis des raccourcis physiques sous l'écran pour régler la clim. D'accord, donc je peux régler mes températures de clim avec ces boutons là, hop, je monte, je descends, je peux régler l'intensité du ventilateur également, enfin bref, je peux régler toute la clim ici, en plus de pouvoir la régler sur mon écran de conduite, enfin mon écran d'infodivertissement. Vous avez également des petits boutons ici sous l'écran en plus de ceux-ci qui vous permettent d'accéder au menu là d'aide à la conduite, d'accord. Là j'ai tous mes raccourcis, ensuite dessous j'ai toutes les aides à la conduite, je peux sélectionner de les mettre dans les raccourcis, hein, donc après voilà, j'ai accès plus directement. Vous avez également possibilité de programmer votre heure de recharge, ça c'est très bien pour ceux qui chargent en heure creuse. Moi sur mes deux voitures j'en ai une qui n'a pas cette option là et c'est franchement à la tannée d'être obligé d'attendre 22h30 pour mettre la voiture en charge. Ensuite votre volant en cuir, enfin simili-cuir, 3 branches, et super doux au toucher, avec le logo Jeep ici. À droite, vous avez tout ce qui concerne la radio, l'infodivertissement. À gauche, tout ce qui est les assistances à la conduite. D'accord, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, bref, tout ce qui aide à la conduite est à gauche. Vous avez également ici, comme sur la 500, hein, vous avez ici vos commandes de conduite, hein, votre boîtier de vitesse, si on peut dire, avec parking, marche arrière, neutre et drive. Et on va dire voiture de groupe Stellantis oblige, vous avez un mode break pour accentuer la régénération. Bon, ça régénère, d'accord, mais c'est voilà, c'est pas ce que j'ai connu de mieux en termes de régénération. Ça a le mérite d'exister. Moi maintenant, il me tarde juste que le groupe Stellantis fasse des efforts sur la régénération de leur voiture, parce que là, franchement, ça manque. Voilà, ça n'est que mon opinion. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Ensuite, vous avez ici toujours le petit logo E électrique, hein, bien sûr, ils en collent partout. Moi, je suis pas fan, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Par contre, ça, je trouve ça plutôt sympa. Ça permet de cacher
ce que vous mettez dessous. Dessous, vous avez donc 2 prises USB plus une prise 12 volts. Vous avez le chargeur à induction. Vous avez un rangement ici. Ensuite, là, vous avez le bouton de sélection de vos drive modes, de vos modes de conduite. Alors là, vous avez 6 modes de conduite, d'accord? Vous avez normal, sport, éco, mais en plus, vous avez sable, boue et neige. Tous ces modes de conduite vont jouer sur la puissance, enfin voilà, ça va jouer électroniquement sur la puissance transmise aux roues pour que votre voiture puisse se sortir plus facilement de certains passages sur lesquels vous allez être amené à passer. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis. Ensuite, là vous avez un accoudoir qui coulisse, donc ça c'est plutôt bien vu, d'accord. Vous avez un rangement, un porte-gobelet ici qui est réglable. Vous pouvez régler la taille du rangement du porte-gobelet. Ensuite, là, quand il est en position avancée, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Par contre, quand il est en position reculée, vous avez un autre rangement sous l'accoudoir central. Ça, c'est plutôt bien. Enfin, c'est classique, quoi. Par contre, je tiens à souligner la qualité de fabrication des sièges, avec ici le logo Jeep en jaune, avec ce dégradé du noir vers le jaune. C'est la même couleur que vous avez sur les places arrière. Moi, je trouve ça plutôt classe, plutôt sympa. Les sièges sont confortables, voilà. On est bien assis dans cette Jeep Avenger. La boîte à gants, la boîte à gants, elle est, on va dire, classique. Il n'y a pas besoin, voilà. Elle est très profonde, mais il n'y a pas un grand volume. Visuellement, il n'y a pas un grand volume pour ranger vos affaires dedans. Ensuite, ici, vous avez un rangement qui compense peut-être l'absence de rangement dans la boîte à gants. Vous avez ici un rappel de la couleur de la carrosserie. Donc ça, c'est juste un hasard. Il s'avère que la voiture que j'ai est de couleur moutarde brillant, on va dire. Et bien vous avez ici sur le tableau de bord la même couleur que la carrosserie. Vous avez 3 coloris disponibles pour ces inserts de couleurs. Et donc vous pouvez choisir parmi ces 3 couleurs en fonction de la couleur de la carrosserie que vous aurez choisi. Ensuite, vous avez toujours des petits rappels Jeep, comme ici, au-dessus de l'écran d'infodivertissement, vous avez la petite calandre iconique Jeep. Vous avez une ambiance lumineuse que vous pouvez régler à partir de votre écran d'infodivertissement. Et quelque chose d'important sur cette voiture, vous avez également une aide à la descente. C'est-à-dire que si vous êtes sur un terrain un peu instable, vous appuyez sur cette commande qui se trouve à gauche ici dans la voiture et la voiture va descendre toute seule en fait. Et donc vous ne serez pas obligé de gérer le frein, elle va gérer l'accélération, le frein, et si ça ne va pas assez vite, vous accélérez un petit peu et ça va accélérer, et dès que vous allez lâcher la pédale d'accélérateur, elle reprendra le contrôle de la voiture et elle descendra toute seule. Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. En même temps c'est Jeep, ils sont censés faire des voitures passe-partout. Là je trouve que c'est bien pensé pour cette Avenger. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'intérieur de cette voiture. Et maintenant ça va être l'heure d'aller l'essayer sur route. Allez, c'est parti. On se met en mode break. On va se mettre la navigation sur l'écran. Écran qui est somme toute plutôt réactif, moi je trouve. Alors il y a quand même quelque chose que je trouve chelou dans cette voiture, c'est le bruit que fait le clignotant. Alors je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais je l'ai enregistré, je vais le mettre en parallèle et vous allez voir, il fait un bruit bizarre, on dirait une batterie. Tchoumpa, tchoumpa, tchoumpa. Voilà, bon je trouve ça rigolo. Après peut-être qu'on peut le changer, mais j'ai pas cherché, voilà. Allez, c'est parti pour le roulage de ce Jeep Avenger. Ici j'ai ma petite jauge qui me dit que je consomme. Et là je suis en mode break, donc si je lâche le frein, hop, ça régénère. Mais je trouve que la régénération n'est pas très puissante. Ça freine pas suffisamment la voiture à mon goût. Bon, ça n'engage que moi. Si quelqu'un parmi vous déjà roule en Stellantis et a le mode break comme ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que ça suffit, ou si au contraire vous auriez aimé une régénération plus importante. Moi j'aime bien quand la régénération se fait vraiment sentir. Et là, voilà, je trouve qu'elle est un petit peu légère. Alors, après, donc, ces premiers tours de roue, voilà, moi je trouve qu'on est quand même, c'est une voiture confortable. À partir du moment où on peut régler sa position de conduite avec le volant, donc comme je disais tout à l'heure, qui est réglable en profondeur et en hauteur, l'écran tombe bien sous le regard, donc on n'est pas gêné par le montant du volant. Je suis assis confortablement dans cette voiture.
On va aller faire un petit tour en ville, parce que bon, faut pas se leurrer, même si c'est une Jeep, je suis pas persuadé que les gens qui achètent cette voiture l'achètent pour aller faire du tout-terrain, même si elle a été conçue pour faire un peu de tout chemin, hein. J'en veux pour preuve les 3 modes supplémentaires de conduite, que sont le mode boue, le mode neige et le mode sable. Et donc, a priori, vous avez un contrôle des descentes. Hein, comme je disais tout à l'heure, voilà, ça vous permet quand même de voyager sereinement sur des chemins un petit peu cabossés, d'autant plus qu'elle a une garde au sol de 20 cm. Elle a des protections latérales du bas de caisse en plastique pour bien protéger la peinture de la voiture. Donc bon, concrètement, vous devriez pouvoir faire un peu de tout chemin dans des ornières, voilà, mais vous n'allez pas pouvoir grimper sur les cailloux à la verticale, quoi, hein. C'est pas un 4x4, c'est qu'une 2 roues motrices. Enfin, moi, je déconseille. Après, chacun fait comme il veut avec sa voiture. Donc là, il y a des affichages qui sont quand même très nets. Ici, j'ai donc à gauche, j'ai mon mode de conduite qui est affiché, avec une barre qui monte ou qui descend en fonction de si je consomme ou si je régénère. À droite, j'ai ma jauge de batterie qui là m'indique le pourcentage de batterie et également le niveau, c'est-à-dire 1, 1,5 et 0. J'ai mon autonomie qui est affichée dessous. La détection des panneaux de limitation de vitesse se fait plutôt correctement. Donc là, comme vous pouvez peut-être voir sur mon écran, ça m'indique également que comme je suis en décélération, bah là plus maintenant, mais voilà, j'ai mon flux d'énergie qui est dessiné sur mon écran. Quand c'est en vert, ça veut dire que je recharge la voiture, et quand c'est en bleu, ça veut dire que je consomme de l'énergie. Donc j'ai un report du GPS sur mon écran, même si j'utilise pas le GPS. J'ai voilà, j'ai la route qui s'affiche devant moi sous forme de dessin, donc c'est mon GPS qui est reporté sur mon écran de conduite. Alors bien sûr, j'ai toujours pas mes palettes au volant, hein, mais ça, comme dirait Cora, c'est ma lubie. Alors, je vais me mettre en régulateur de vitesse. Donc là, normalement, c'est un régulateur adaptatif. Je vais monter ma vitesse à 50. Voilà, et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc le véhicule devant moi ne roule pas à 50, donc je me suis automatiquement régulé par rapport au véhicule qui est devant moi. Voilà, je ne touche à rien et la voiture avance toute seule. Donc c'est un régulateur de vitesse adaptatif, comme son nom l'indique. Et comme en plus j'ai l'aide au maintien dans la voie, je pourrais presque lâcher le volant et la voiture se conduirait quasi toute seule. Donc on va voir ça tout de suite. Alors dans le virage, il freine, parce que a priori j'allais trop vite pour lui dans le virage. Par contre, je ne touche toujours pas à la pédale d'accélérateur. Donc là, il a réaccéléré doucement. Et je trouve que l'accélération s'est faite doucement. Il n'a pas appuyé comme un nain. Et je suis en mode sport, hein. Donc vraiment, j'ai pas eu la sensation d'une accélération trop importante. Donc là, j'ai un feu rouge. Est-ce qu'il va m'arrêter complètement? En théorie, oui. Donc là, hop, ça s'arrête. Voilà. Alors le reproche, je ne sais pas si vous voyez bien sur les images, je trouve qu'il s'arrête un peu loin de la voiture qui est devant. Il aurait pu s'arrêter un petit peu plus près, parce que là du coup ça fait de la place inutilement perdue entre les deux voitures. Mais voilà, ça a bien fonctionné, si ce n'est dans le virage un peu poussé, où là il a vraiment freiné brutalement. Il aurait peut-être pu anticiper le freinage en amont. Bah oui, anticiper, donc c'est en amont. Donc là, est-ce qu'il va redémarrer tout seul? Eh ben, il ne redémarre pas. Donc là, je suis obligé de moi redémarrer. Sinon, il ne redémarrera pas. Et donc, je suis toujours à la vitesse du véhicule qui est devant moi. Donc, je lâche le volant. On va voir s'il me maintient bien. Pour l'instant, ça va. Je trouve qu'il roule un peu à droite, là, pour le moment. Donc là, il se recentre un peu. Ouais, là, il est un peu à droite quand même, hein, je trouve. Voilà. Tenez le volant, voilà. Donc là, il est monté à 50 km/h. Forcément, le véhicule devant a accéléré. Gardez les mains sur le volant. Hop. Alors, il n'est pas capacitif. Je suis vraiment obligé de donner un petit coup de volant. Voilà. Je regrette juste qu'il n'y ait pas ce e-pédale sur cette voiture. Sinon, en ville, elle se comporte bien, moi, je trouve. Au niveau de la conduite, c'est quand même assez souple. Par contre, voilà. Quand je freine, j'ai pas d'auto-hold, donc du coup, hop, je suis obligé de garder le pied sur la pédale de frein si je veux rester à l'arrêt.
Donc ça, c'est aussi un truc que j'aime bien dans le e-pédale, c'est que voilà, ça je suis pas obligé de le faire. Et là, concrètement, je suis obligé de garder mon pied toujours sur la pédale de frein à l'arrêt. Donc, sauf tout à l'heure où j'étais en conduite, on va dire en régulateur de vitesse adaptatif, où là, la voiture s'est arrêtée complètement, toute seule, et là, elle était à l'arrêt, quoi. Donc, ils savent faire. Enfin, je comprends pas pourquoi. Voilà, c'est des petits détails comme ça n'enlève rien à la qualité de la voiture, qu'on soit bien d'accord. Donc, voiture qui est compatible Android Auto et Apple CarPlay, en Bluetooth, s'il vous plaît, ce qui est pas si fréquent que ça, donc ça c'est quand même plutôt positif. Elle a également une caméra de recul qui fait du faux 360, c'est-à-dire que quand vous mettez la marche arrière, vous avez une caméra de recul qui détecte les images et qui après retransmet ces images au fur et à mesure que vous reculez, qui va les retransmettre sur le côté de votre voiture jusqu'à encercler votre voiture. C'est un peu le même principe que j'avais vu sur la i2008. Et alors c'est bien fait, franchement je trouve ça plutôt bien fait comme vous pouvez voir sur les images. La qualité de l'image est très 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 correcte à mon sens. Donc voilà, alors pourquoi pas une caméra 360, juste ce système là. Bon, je pense qu'à terme ils passeront au vrai 360 comme le font les autres. Même si là je trouve que la qualité de l'image est vraiment sympa. Bon, de par son gabarit, cette voiture se faufile assez facilement en ville. Voilà, le rayon de braquage est très très correct. Alors c'est une voiture dont le tarif démarre à 36 500 € et dont la version Summit, donc la version la plus élevée, est à 42 500 €. Voilà, ça reste dans la moyenne des tarifs de voitures électriques. Bon voilà, à ce tarif-là, on pourrait quand même imaginer des sièges réglables électriquement, ce qui n'est pas le cas sur cette voiture, ils sont réglables manuellement. Les amortisseurs font leur travail, parce que là je viens de passer à Périgueux devant le tribunal, pour ceux qui connaissent, et franchement la qualité de la route sur cette portion de la ville là, c'est vraiment pas terrible, et franchement voilà, ça s'est fait correctement, et j'ai pas eu de soucis de lombaire un peu chahuté. Alors par contre ce grand rangement là, ça doit être pratique, mais il y a une petite coupure ici pour éviter que les trucs que vous mettez là, ça se balade partout dans les virages. J'ai la détection des angles morts également sur cette voiture. Ça, pour y avoir goûté, c'est quand même un confort très utile. Allez, je me remets en mode sport. On va pousser un peu la chansonnette, comme on dit. Voilà. J'ai une petite BMW que je vais me faire un plaisir de doubler. Ça devrait le piquer un petit peu au vif. Voilà, tout ça en respectant les limitations de vitesse, bien sûr. Alors par contre, je ne sais pas si elle a un planificateur intégré, donc on va aller regarder ça, hop, tout de suite. Si je fais recherche, hop, on va dire que je vais aller à Lille. Non, pas Lily, on va mettre Lille. Voilà. Recherche en cours. Voilà, Lille. Je trouve à 634 km. Allez, je sélectionne Lille. Lille centre. Tac. Si je fais aller. Voilà. Est-ce qu'il va me dire qu'il faut que je m'arrête? Allez, voilà. Non, non. Il me met pas d'arrêt, quoi. Donc en gros, il faut que je planifie. Avec cette voiture, je serai obligé de planifier mes trajets sur une application type ChargeMap ou ABRP. Alors par contre, ça m'indique bien les stations de recharge qui sont sur ma route. Au fur et à mesure, ça va m'indiquer les stations de recharge. On va se mettre sur l'autoroute pour tester un peu ce régulateur adaptatif et cette tête au maintien dans la voie, parce que de toute façon moi je les utilise que sur autoroute. Je sais pas vous comment vous faites, mais moi ce genre d'aide je les utilise que sur autoroute. C'est là que c'est le plus efficace et le plus logique à utiliser, parce que bon, en ville, à mon sens, en ville et sur nos petites départementales, c'est pas forcément très évident. Donc là je suis à la limitation. J'ai mis mon régulateur de vitesse adaptatif, j'ai lâché le volant, et comme vous pouvez voir, il me maintient bien au milieu des voies. Là franchement, j'ai rien à dire. Bon là, il faut que je garde les mains sur le volant, un petit coup, hop, pour faire voir que je suis là. Mais vous voyez, là, il va y avoir un petit virage. Voilà, je suis bien au centre.
ça fonctionne très bien. Alors effectivement, hein, c'est pas le test que font Alex et JC sur la chaîne EV, j'en suis bien conscient, mais sur les portions d'autoroute que j'ai, voilà, je tiens le volant, et bien je dois dire que ça fonctionne très bien. Donc là c'est une ligne droite, donc on peut s'apercevoir que j'ai pas d'effet ping-pong, d'accord? C'est vraiment droit, je suis au milieu de la voie, c'est nickel. C'est franchement, il est très très bien. Et je trouve, au fur et à mesure, avec le nombre de voitures que j'essaye, ben, je trouve que ce genre d'aide à la conduite s'améliore de plus en plus, quelle que soit la marque. Là, vous voyez, le virage se fait, mais tout seul. Alors, je vais garder mes mains sur le volant, sinon il va voilà. Mais ça se fait tout seul. J'ai aucun problème pour... Enfin, la voiture tourne toute seule. Alors là, je vais être en descente. Donc là, effectivement, là, il freine et il régénère de l'énergie en freinant au régulateur de vitesse. C'est pas moi qui freine, hein. Donc voilà. Alors, ça c'est bien parce qu'ils le font pas tous. Ouais, c'est ça. Et là, vraiment, il régénère. Alors, je sais pas si vous le voyez sur les images, mais là, vraiment, la petite jauge à gauche, elle est dans le vert, elle est dans charge. Donc ça, c'est nickel. La petite jauge, d'ailleurs, qui me dit qu'il faut que je reste dans la partie du milieu. C'est la partie éco. C'est ce qui me permet de consommer le moins. Et si je suis dans la partie power, c'est là où je vais consommer le plus. Et puis, bien sûr, si je suis dans la partie charge, eh ben, c'est là que je vais régénérer. Voilà, hop, si je me prends ce petit rond-point comme ça un peu vite, voilà, donc il y a un tout petit peu de roulis, mais ça c'est normal parce que c'est vraiment un rond-point et voilà. Mais bon, il n'y a rien de rédhibitoire. Hop, j'accélère, je repars dans l'autre sens. Voilà. Donc je ne suis pas vraiment transbahuté d'un côté à l'autre. Le roulis est plutôt bien contenu. Et voilà, on peut prendre les ronds-points un peu vifs et en toute sécurité. Et ça, c'est bien. Elle a une puissance de 156 chevaux. D'accord. Une vitesse maximum de 150 km/h. Et elle abat le 0 à 100 en moins de 10 secondes. Chose importante que je n'ai pas encore signalée. Et cette voiture est conçue et fabriquée en Europe. Elle est construite en Pologne. Et ça, dans l'optique des prochaines évolutions potentielles des bonus écologiques qui voudraient supprimer les bonus écologiques aux voitures qui sont fabriquées hors Union européenne, ça c'est plutôt malin. Et là, je suis donc sur une petite départementale. Pour ceux qui connaissent, c'est la route qui mène à la Roquette. Voilà, donc là il n'y a pas de ligne au milieu. C'est vraiment... Voilà, là au moins il y a moyen de voir le comportement dans les virages. Et je trouve qu'elle a un comportement assez sain dans les virages. Alors sa garde au sol de 20 cm fait que vous pouvez prendre les ralentisseurs assez sereinement. Là franchement il n'y a aucune crainte de toucher le pare-choc sur le ralentisseur. Donc ça c'est quand même plutôt positif. Bien, c'est l'heure de conclure cette vidéo d'essai du Jeep Avenger. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, les points que j'ai un peu moins aimés et surtout les points que j'ai appréciés dans cette voiture. Je vais commencer par les points un peu négatifs de cette voiture, au premier rang desquels je vais quand même donner l'espace à l'arrière. Alors même si moi j'ai pu rentrer facilement, je ne me suis pas cogné dans l'ouverture de la porte, je trouve que l'espace aux jambes n'est pas suffisant. La place centrale, on pourra mettre personne pourra s'asseoir sur la place centrale à cause de ce tunnel du milieu là qui est hyper volumineux, à moins de mettre un siège bébé, sinon un adulte ne pourra pas s'asseoir au milieu. Il n'y a pas de rangement non plus aux places arrière, il y a juste les aumônières. Donc ça c'est vraiment deux points, j'allais dire, un peu négatifs de la voiture. Autre point, pas négatif, mais qui n'est pas positif non plus, c'est la faiblesse de la régénération, mais ça c'est valable sur tous les véhicules du groupe Stellantis. Je trouve que leur mode break n'est pas assez efficace et ne régénère pas assez. Ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Quand on voit que dans le même groupe, vous avez Fiat qui vous sort
une Fiat 500. Alors j'ai pas de marque, j'ai pas de part chez Fiat, hein, je suis pas payé par Fiat, loin s'en faut. Mais ils font des voitures qui régénèrent bien, ils ont le e-pédale. Il y a un autre point négatif que je voudrais rajouter, c'est la charge en courant continu sur combo CCS qui n'est que de 100 kW. Tout dépend après de la courbe de charge. Si elle se maintient longtemps à un haut niveau, ça va aller. Mais si ça fait comme chez Renault où ça monte très vite à 135 et après ça descend, là si ça monte très vite à 100 et qu'après ça descend à 40, voilà, c'est pas grand intérêt. Pour les voyages au long cours, ça va vous obliger à attendre un peu plus longtemps sur les aires de repos. Moi, j'ai l'habitude. Je vais arriver dans les points positifs de la voiture. Moi, je trouve que même si les puristes de Jeep me diront que c'est pas une Jeep, moi, je trouve qu'on trouve la ressemblance avec Jeep, hein, la calandre bien typée Jeep, tous les petits rappels un peu partout de la petite Jeep d'origine, les côtés bas de caisse protégés pour qu'on voit que c'est bien une Jeep et qu'on peut faire du tout-terrain. Alors, c'est du tout-chemin plutôt qu'on va faire, hein, c'est pas du tout-terrain, mais voilà, ça reste une voiture avec laquelle vous allez pouvoir sortir de la route, faire un peu de chemin un peu en terre. Et ça, toutes les voitures ne peuvent pas le faire et c'est bien que Jeep puisse le faire. Autre point positif, les aides à la conduite sont plutôt efficaces. Comme vous avez vu dans la vidéo, l'aide au maintien dans la voie est très efficace, surtout sur autoroute et sur les routes de campagne. Là où je suis passé, il n'y avait pas de ligne blanche, donc là, j'ai carrément pas essayé. En ville, j'ai trouvé qu'il était un peu trop sur le bord de la route, mais alors sur l'autoroute, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Autre point positif, elle régénère de l'énergie en freinant quand on est sur le régulateur de vitesse adaptatif. Ça, ils ne le font pas tous. Donc ça, qu'elle le fasse, c'est très bien. Encore un point positif, c'est la recharge en courant alternatif qui accepte du 11 kW de série. Thumbs up, comme ils disent en Angleterre. Franchement, ça, c'est très très bien. Parce que là, bon, à l'heure actuelle, les voitures qui sortent avec du 7 kW en courant alternatif, bah voilà, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que le 11 devrait se développer et même voir le 22. Alors, vous me direz qui peut le plus, peut le moins, ça c'est ma philosophie. Autre point positif, le confort de la voiture à l'intérieur. Moi j'étais plutôt confortablement installé. Vu mon gabarit, c'est pas toujours le cas. Bah là, concrètement, j'étais plutôt confortablement installé. Pour vous dire, même dans mon Kona, des fois je suis un petit peu à l'étroit. Ça c'est dû à mon tour de taille. Et bien là, c'était pas le cas. J'étais vraiment bien installé. Autre point positif qui n'a rien à voir, j'ai trouvé hyper intuitif les commandes de la voiture pour trouver la navigation, les choses comme ça. J'ai pas eu besoin de chercher pendant des heures. Et franchement, moi, ça me change des systèmes d'infodivertissement et des systèmes embarqués des voitures où voilà, faut presque avoir fait Polytechnique pour trouver comment utiliser le GPS. Là, franchement, ça s'est fait super simplement. Les commandes sont simples. Il y a les petits raccourcis boutons sur le tableau de bord, sous l'écran d'infodivertissement. Et ça, franchement, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince.